On raconte que le premier essai clinique s'est déroulé en 1747 à bord d'un navire de la couronne britannique. Afin de déterminer le meilleur traitement contre le scorbut, le médecin de bord distribua différentes préparations en accord avec les pratiques de l'époque aux 12 marins répartis en groupes de 2. L'une de ces préparations était composée d'orange et de citron. Et seuls les 2 marins qui la prirent furent guéris. Cet essai leva l'incertitude en révélant le traitement le plus efficace. Bien entendu, les choses ont beaucoup évolué depuis 1747, mais maintenant, comme alors, la seule façon de lever l'incertitude sur les avantages et inconvénients des traitements est de procéder à des essais cliniques. L'essai clinique. Premier point. Le protocole de l'essai clinique doit recevoir une approbation formelle, non pas par les chercheurs qui l'ont conçu et qui pourraient avoir quelque intérêt à un bon résultat, mais par un comité d'éthique composé d'experts indépendants ainsi que de représentants des citoyens. Deuxième point. Les patients sélectionnés doivent être répartis en 2 groupes. Celui qui recevra le traitement à expérimenter et un second groupe qui servira de contrôle. Au groupe contrôle, on donnera un placebo, c'est-à-dire une préparation inerte mais d'apparence en tout point identique aux médicaments à tester. Ou, lorsqu'il existe déjà pour cette maladie un médicament efficace, on donnera au groupe contrôle, en accord avec les principes éthiques, le meilleur médicament disponible. La répartition des patients dans ces 2 groupes doit être parfaitement aléatoire, un peu comme un tirage au sort. C'est ce que l'on désigne techniquement comme la randomisation, qui permet d'obtenir des groupes homogènes afin de pouvoir les comparer. Troisième point. Durant l'essai, les patients ne doivent pas savoir s'ils reçoivent le médicament expérimental ou le contrôle. Et les médecins ne doivent pas non plus savoir ce qu'ils administrent. L'essai doit être organisé de sorte que patients et médecins soient dans une situation aveugle. On évite ainsi les attentes, suggestions et pressions, même involontaires. C'est ce que l'on appelle le double aveugle. Quatrième point. À la fin de l'essai, les données cliniques issues des 2 groupes de patients doivent être analysées par une équipe de chercheurs indépendante de celle ayant réalisé l'essai aveugle. Cinquième point. L'essai clinique en double aveugle doit être répliqué dans plusieurs centres indépendants. Sixième point. Il ne suffit pas que le nouveau traitement se révèle statistiquement plus efficace que le contrôle. Le médicament doit améliorer réellement l'état de santé des patients. Il faut donc en évaluer aussi bien les bénéfices que les effets secondaires. Autrement dit, les risques, et évaluer le rapport bénéfice-risque. Obstacles et pièges. Lorsque l'on ne peut pas utiliser le placebo, car d'autres médicaments efficaces existent déjà, la comparaison doit se faire avec le meilleur traitement disponible. La sélection des patients dans les essais cliniques, par exemple choisir uniquement des hommes adultes jeunes au lieu d'inclure des femmes, des enfants ou des personnes âgées, c'est-à-dire des populations plus fragiles, peut affecter les résultats de l'essai et le rendre inapplicable en pratique médicale. L'évaluation de l'efficacité d'un médicament comporte aussi quelques pièges. Ainsi, un taux de cholestérol élevé est un facteur de risque pour l'infarctus du myocarde. Mais un traitement réduisant le taux de cholestérol ne peut être considéré efficace dans la prévention de l'infarctus du myocarde que s'il en diminue la mortalité. Autrement dit, l'efficacité doit être démontrée sur la base de mesures significatives pour le patient et sa qualité de vie. Enfin, il peut exister des défauts dans l'architecture même de l'essai clinique. En effet, l'objectif ne devrait pas se limiter à déterminer si un nouveau traitement est ou non inférieur au traitement déjà disponible. Les essais cliniques doivent être conçus pour comprendre si le nouveau traitement est meilleur que les traitements existants. Ce qui intéresse les patients est un médicament plus efficace, pas seulement équivalent ou non inférieur aux traitements disponibles dans le commerce. La santé de tous les citoyens de l'Europe doit être protégée et promue par les décisions des services et autorités de santé fondées sur les résultats de la recherche clinique. L'Union européenne, qui finance des essais cliniques internationaux sur les nouvelles thérapies, peut jouer un puissant rôle moteur en favorisant une meilleure organisation, transparence et indépendance des essais cliniques.